soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne d'information qui décrypte l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale formation professionnelle, le dossier du jour s'intéressera au partenariat public-privé pour lutter contre le chômage à Djibouti. Au sommaire également, Patrice Talon prend officiellement les rênes de la République du Bénin. Le président élu le 20 mars 2016 avec plus de 65% des voix a prêté serment ce mercredi à Porto Novo. Et puis nouveau rebondissement en République du Congo. L'opposant Parfait Kolela a reconnu sa défaite à la présidentielle du 20 mars ce mercredi et appelle ses partisans à en faire de même. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Alexis Mohamed, vous êtes chargé de mission d'Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes Daouda Tal. Daouda, bonsoir. Bonsoir Graziella et puis bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. Il voulait piloter des avions et le voilà au sommet de l'État béninois. Patrice Talon, élu le 20 mars 2016, a prêté serment ce mercredi. Il succède à Thomas Boniyayi qui s'est retiré au terme de 2 mandats conformément à la Constitution. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Patrice Talon, nouveau président de la République du Bénin. Ce mercredi 6 avril 2016 marque le début du premier et unique mandat du candidat de la rupture et de la transition, Patrice Guillaume Athanase Talon. Lors de cette prestation de serment, il a tenu à remercier et à saluer l'ancrage démocratique du Bénin, affirmé par des élections qui ont eu lieu dans le calme et la transparence. Le président Patrice Talon a réitéré son engagement vis-à-vis de ses priorités sur le plan politique, économique et social. En cet instant solennel, où j'accède aux fonctions de président de la République, je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds sentiments de fierté en raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère reluisant. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Le chef de l'État béninois prône en effet la mise en place d'un système basé sur la méritocratie. De son discours d'investiture, il a également fait part de ses objectifs concernant les secteurs de la santé, l'agriculture, l'éducation et du tourisme. Il compte par ailleurs se pencher sur la question du terrorisme qui devient un véritable fléau pour le continent africain. 2 autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Dès lors, nos forces de défense nationale ainsi que les services de renseignement devront être désormais engagés en appui aux forces de sécurité publique pour assurer la protection des populations de nos villes et campagnes. Le nouveau président Patrice Talon se dit prêt à respecter tous ses engagements malgré les difficultés qui l'attendent. Le président sortant Thomas Boniyayi n'a pas assisté à cette cérémonie, mais les 2 personnalités se sont entretenues ce mercredi matin à la présidence de la République avant le départ de Patrice Talon à Porto Novo. Signalant qu'aucun chef d'État étranger n'a assisté à cette cérémonie voulue sobre par le nouveau président béninois. Tout d'abord, Monsieur Mohamed, quel regard avez-vous porté sur le processus électoral au Bénin? On rappelle que votre pays, Djibouti, s'apprête également à vivre une élection présidentielle. Écoutez, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on entend, je pense que le processus électoral s'est bien passé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai écouté, enfin, de l'heure qu'aujourd'hui, un candidat se dégage, il a été nommé. Je pense qu'il faut accepter cela. Et tout à l'heure, je voyais, enfin, j'écoutais, en attendant le message politique fort que celui-ci a apporté aujourd'hui. Donc, j'espère qu'en tout cas, il y aura un nouveau départ pour ces pays-là et que les choses vont aller en termes de politique économique et sociale. Justement, Daouda, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du nouveau président béninois Patrice Talon? Quels sont les principaux défis qui l'attendent?
Moi, je retiens une volonté de relance. Une volonté de relance de l'économie, une volonté d'apporter des réponses aux besoins des populations, c'est-à-dire essentiellement l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça va de la santé à l'éducation, en passant par l'emploi. Ce que je retiens particulièrement aussi, c'est qu'il a parlé du développement du secteur privé. Bon, c'est quelqu'un qui s'y connaît, il connaît comment faire des affaires, comment les fructifier, etc. Je pense que s'il arrive à mettre en place une stratégie à une plus petite échelle qui s'applique aux petites et moyennes entreprises béninoises, pourquoi pas même le secteur informel, puisque moi je reste convaincu que la clé du développement en Afrique, ça reste l'emploi, et l'emploi ça peut passer par l'auto-emploi, l'entrepreneuriat local, etc. J'espère qu'il pourra faire bénéficier au Bénin de son expérience à ce niveau. Alors Jean-Marie, Patrice Talon est un homme d'affaires, c'est donc un atout forcément pour la relance économique du Bénin, mais il y a également les enjeux sécuritaires à l'heure où l'Afrique est minée par le terrorisme, par exemple. C'est vrai que jusque-là, le Bénin est un des pays qui n'a pas été touché de plein fouet comme les autres pays. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé au Burkina. Je n'en parle pas de Boko Haram. Donc le nouveau président élu, c'est quelqu'un qui a la volonté de vouloir mener son pays surtout autrement, parce que moi je me souviens de la campagne présidentielle, à savoir amener du sang neuf, amener autre chose, parce que les critiques à l'égard du régime qui était en place ont été très très virulentes. Donc les priorités qu'il y a là-dessus, ce sont des priorités qui concernent d'abord les économies africaines. C'est ce que je dis, je répète tout le temps ici, là, c'est que plongeons-nous dans nos problèmes, ne nous tournons pas vers l'extérieur dans un premier temps, parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Dès qu'un président est élu, il se tourne systématiquement vers l'extérieur. Et on en oublie, si vous voulez, les préoccupations internes des populations dont Daoud a parlé tout à l'heure, qui sont des préoccupations essentielles, à savoir la santé, à savoir faire développer l'agriculture dans un pays comme le Bénin. Le président élu, bon, il était dans le business. Dans ce business-là, il était beaucoup plus ancré vers les produits d'exportation. Donc, parce que c'était une de ses sources, des sources de revenus dans le business dans lequel il était. Mais maintenant, je pense que le président, il a noté sa volonté de vouloir s'occuper des problèmes internes du Bénin et surtout mettre en place des stratégies éducatives, des stratégies sanitaires et des stratégies, comment dirais-je, agricoles qui soient compatibles avec l'environnement interne du Bénin et non pas, c'est-à-dire tout simplement se dire, on regarde généralement, on fait une erreur là-dessus, on regarde vers l'extérieur, on regarde uniquement les recettes d'exportation que vont nous apporter les produits d'exportation, sans compter le coût. On ne fait jamais c'est-à-dire l'analyse coût-avantage. C'est-à-dire, c'est bien beau, nous avons des produits d'exportation, nous les exportons, ça nous a apporté des devises. Mais maintenant, en contrepartie de l'autre côté, qu'est-ce que les produits agricoles coûtent à nos balances commerciales, c'est-à-dire respectivement dans toutes les économies africaines. Donc j'aimerais bien que le président, si vous voulez, s'y attelle et il puisse donner des directives et surtout des stratégies fortes concernant l'agriculture dans les pays africains, parce que c'est le point essentiel, la base, le socle pour le démarrage du développement de nos économies africaines. Alors Daouda, aucun chef d'État africain n'a pris part à cette cérémonie. C'est un choix du président Talon. Est-ce que c'est un choix que vous comprenez ? Oui, ça peut se comprendre. Peut-être qu'il n'a pas voulu en faire une fête internationale en invitant tout le monde. Je pense que l'essentiel, c'est d'aller au travail maintenant. Bon, il faut saluer son élection. Ça s'est passé dans des conditions extraordinaires. Il faut saluer aussi d'ailleurs Yahi Boni, sans qui ce serait pas possible peut-être. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ça ne témoigne en tout cas pas, si c'est cela votre question, d'un problème entre lui et les chefs d'État. Rappelons que le Bénin a été choisi d'ailleurs récemment pour diriger la commission de la CEDEAO. Donc il y a quand même une bonne intégration d'un point de vue diplomatique. Le pays est bien positionné, donc je ne vois pas d'inconvénient. Dans l'actualité également, en République du Congo, l'opposant Parfait Kolila, arrivé deuxième à la présidentielle du 20 mars, reconnaît sa défaite. Il a appelé ses partisans à accepter les résultats officiels du scrutin, donnant le président Denis Sassou Nguesso vainqueur, même s'il considère ces résultats comme entachés de graves irrégularités. Messieurs, est-ce là le signe d'un apaisement des tensions en République du Congo? Jean-Marie.
Je pense que l'attitude du candidat, c'est-à-dire perdant, est une attitude responsable. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, je garde toujours à l'esprit ce qu'on a vécu, si vous voulez. Le Congo a vécu, pas personnellement, ce que nous avons vu de l'extérieur, ce qu'a vécu le Congo, c'est-à-dire les tueries qu'il y a eu. Le fait que vous ayez un responsable politique qui essaye d'apaiser l'environnement, de faire en sorte que les Congolais qui sont mécontents de l'élection puissent rentrer chez eux, c'est une bonne chose. Tout simplement pourquoi? Parce que le Congo est rentré vers une voie de développement qui est une voie prometteuse. Donc à partir de là, si on se met à déstabiliser l'économie dès cet instant-ci, ça voudrait dire que le Congo va encore faire reculer en arrière. Par contre, ce que je noterais, c'est que, de mon point de vue, l'élection a été reconnue officiellement par rapport à ce qui s'est passé, mais cette élection-là, comme vous le disiez, Graziella, elle est entachée d'irrégularité. Moi, j'aimerais bien que dans nos pays africains, que nous ayons vraiment un progrès de la démocratie qui soit conséquent, que nous ne soyons pas, si vous voulez, un pas en avant, un pas en arrière. Rien que le fait de pouvoir fermer les frontières d'un pays lors d'une élection présidentielle, même si ce n'est pas réel, ça porte à suspicion. Et sur le parcours international, si vous voulez, ça donne une mauvaise image du pays. Donc ce qui fait que l'élection du président actuel, même si elle a été reconnue par l'opposition, j'aimerais bien que nous ayons des démarches beaucoup plus transparentes en Afrique pour faire progresser nos démocraties respectives, parce que l'Afrique, c'est pas un seul environnement, vous avez des environnements différents. Et dans ces environnements-là, il convient, si vous voulez, de s'y adapter. Monsieur Mohamed, vous partagez ce point de vue. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Congo? Je pense que c'est le début quand même d'un ancrage de la démocratie en Afrique. Je pense qu'il y a quelques années, on l'a bien constaté, on le sait très bien, à chaque élection, il y avait toujours des protestations, quelle que soit d'ailleurs l'échéance électorale, mais c'est le début de quelque chose. Et je pense que moi, personnellement, je reste optimiste justement à ce que les choses, que l'Afrique va aller de mieux en mieux dans le cadre justement de processus démocratiques dans les échéances électorales. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter et saluer justement les candidats qui a reconnu aujourd'hui sa défaite. Voilà. Mais je partage entièrement justement ce que vous disiez à l'instant, ce qui concerne ces détails qui risquent d'entacher. Il est vrai que fermer les frontières, ça laisse à suspicion, effectivement. Alors, Daouda, le calme est depuis revenu à Brazzaville. Les populations déplacées regagnent progressivement leur domicile. Mais comment expliquer qu'il y a encore des milices armées en République du Congo ? Oui, on sait très bien qu'à un moment donné, quand même, il y a eu des troubles dans le pays. Ça veut dire que les opérations de désarmement n'ont pas été bien menées. Sans doute, mais bon, après, de toute façon, je pense que dans tous les pays, on peut trouver des armes qui circulent. Par contre, là, c'était de l'armement lourd. Et donc là, on peut effectivement penser que tout le monde n'a pas été désarmé. Donc à ce niveau-là, de toute façon, moi, je pense que, quel que soit le problème, quelles que soient les contestations, elles peuvent être légitime. Je pense qu'il n'y a aucun système électoral qui est parfait, même dans le monde. Encore moins, voilà, parfois, ce qu'on peut observer en Afrique. Maintenant, je reste convaincu aussi, par ailleurs, que l'État détient le monopole de la violence légitime. Donc, dans un pays, quelle que soit sa position, je pense qu'on ne doit pas utiliser de l'artillerie lourde ou des armements pour attaquer un régime ou des populations, parce que cela n'est pas la bonne voie. Et je pense qu'il y a différentes formes de contestation, même si je pense qu'il y a de la contestation qui est légitime au Congo, en effet, comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais évitons la violence, ça ne mène à rien. Ça risque de replonger le pays dans une situation que personne ne souhaite. La priorité aujourd'hui, c'est le développement. Je pense que toutes les forces doivent être concentrées là-dessus et aussi l'amélioration de la démocratie, bien entendu. Alors, la Cour constitutionnelle a validé les résultats de la présidentielle du 20 mars. Le Congo doit désormais se tourner vers l'avenir. Mais Jean-Marie, quelle place pour l'opposition dans cet avenir ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête du président Sassou. Quelle ligne de conduite pourrait adopter justement l'opposition ? Que pourrait adopter le président Sassou ? Malheureusement, je ne suis pas à la place du président Sassou. Je peux en faire tout simplement une lecture externe. Bon, vu les contestations qu'il y a eu, le président Sassou, au vu de son expérience aussi, devra en tirer des conséquences, c'est-à-dire les conclusions qui sont, comment dirais-je, concordante par rapport au climat qui règne dans le pays. Parce que ça, c'est important. Il est évident que vous avez
M. Kolela, qui a reconnu sa défaite. Mais est-ce que M. Kolela est en même de maîtriser ce que Daouda voulait déplorer tout à l'heure, à savoir une résurgence des violences qui peut encore plonger, comment dirais-je, au Congo dans un environnement qui soit très très chaotique, chose que nous ne souhaitons pas. Bon, mais je ne suis pas à la place du président Sassou pour vous déterminer ici, là, sur le plateau, quelle est la ligne qu'il doit suivre concernant, si vous voulez, ses oppositions. Un gouvernement d'urgence est-il envisageable en République du Congo, Daouda? Bon, ça c'est à la discrétion du président, surtout que si un des candidats principaux a reconnu sa défaite, donc ça lui donne quand même une certaine légitimité, même si d'autres, on ne sait pas si d'autres vont suivre ou pas. Donc ça c'est quand même une information de taille. Maintenant, comment le président Sassou, comme disait Jean-Marie, va l'exploiter, ça on verra bien. Rien n'oblige un président de la République de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou d'urgence, selon les textes. Maintenant, pour apaiser la situation, je pense que ce serait quand même bien pour le président Denis Sassou Nguesso d'associer l'opposition à l'exercice du pouvoir, parce qu'il y a des talents, des compétences qui peuvent être apportées. Merci pour toutes ces précisions, Daouda. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.